Merci à tous et toutes pour votre présence avec nous ce matin. Donc, dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui sur la glissade de l'été, on va d'abord voir ensemble la définition pour s'entendre sur de quoi on parle quand il est question de glissade de l'été. On va aborder aussi le sujet des inégalités, donc comment la glissade de l'été est source d'inégalités. On va parler des jeunes qui sont le plus affectés par la glissade de l'été, les conséquences associées à la COVID-19 qui s'appliquent dans le contexte et on va terminer la présentation avec quelques pistes d'action. En fait, quand on parle de ça, on parle du recul dans les acquis scolaires qui vont avoir lieu au cours de la pause estivale. Ce recul-là, il touche principalement la lecture et les mathématiques. En fait, ce sont les deux domaines pour lesquels on a le plus de données de recherche, mais on a quand même des données de recherche qui nous montrent qu'il y a un certain recul dans l'apprentissage au niveau des sciences, de la motivation et de la santé mentale, mais j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les élèves du primaire? En fait, il y a des études qui nous ont montré que le recul équivaudrait à environ 1 ou 2 mois d'apprentissage en lecture et environ 1 à 3 mois d'apprentissage en mathématiques. Donc, c'est vraiment un recul qui peut être important pour certains enfants. Pour les élèves du secondaire, il y a certaines préoccupations qui émergent. Alors, on a des recherches qui nous montrent que le recul est plus prononcé chez les enfants plus jeunes, alors que d'autres montrent un recul plus prononcé chez les enfants plus vieux. À ce stade-ci, la recherche ne nous fournit pas de consensus clair à ce sujet-là. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a certainement un recul plus important pour les jeunes au moment de la transition primaire-secondaire, et que quand on ne regarde pas uniquement les indicateurs de lecture et de mathématiques, bien, on voit des reculs importants au niveau de la motivation des adolescents et de leur santé mentale. Donc, les adolescents quittent l'école au mois de juin et peuvent nous revenir 2 ou 3 mois plus tard là, avec une baisse de motivation ou un déclin dans leur santé mentale, ce qui est très préoccupant. Je vais vous montrer pourquoi on a 2 raisons principales de s'inquiéter. D'abord, parce que le recul estival va toucher un grand nombre d'enfants et ensuite parce que c'est une grande source d'inégalité entre les enfants. Donc, voyons chacune de ces 2 raisons-là l'une après l'autre. Au niveau des enfants qui sont affectés par le recul estival en lecture, ici, je vous présente des données qui proviennent d'une étude américaine réalisée récemment. Et on voit ici la barre horizontale en pointillé, là ici, qui indique le 0. Donc, ce sont les enfants ici qui auraient fait aucun gain, aucune perte pendant la période scolaire, pendant la période estivale plutôt. Si on porte notre attention sur la première partie du graphique, on voit que tous les enfants se répartissent là, le long de la ligne verticale. Donc, au sommet de notre ligne verticale, on aurait les enfants qui auraient fait le plus de progrès dans leur capacité en lecture pendant l'été. Et au bas de cette droite-là, on aurait les enfants qui ont perdu le plus d'acquis pendant cette période-là. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le rectangle coloré, on a une grande majorité des enfants qui se trouvent ici. Et comme vous pouvez remarquer, ce rectangle-là se situe sous la ligne du 0, ce qui nous indique qu'une grande majorité d'enfants vont vivre un certain recul pendant la pause de l'été. Et là, on l'observe ici en rouge pour les enfants qui passent de la maternelle à la première année, mais c'est ce qu'on observe aussi pour les autres années scolaires là, dans les autres couleurs que vous voyez dans ce graphique-là. Sensiblement, la même chose est observée au niveau des mathématiques. En fait, c'est le même graphique. Donc, les carrés de couleurs se situent sous la ligne pointillée, ce qui indique qu'une grande majorité des enfants vont vivre un certain recul pendant la période estivale. Mais ce qu'on remarque plus spécifiquement ici, c'est que les carrés, les rectangles colorés se sont un peu éloignés de notre ligne horizontale et donc le recul est un peu plus marqué en mathématiques qu'il ne l'était en lecture. Et on remarque aussi que les enfants de 4e à 6e année là, semblent plus affectés par le recul estival. C'est eux pour lesquels le recul semble être le plus grand dans cette étude-là. Ce qui est le plus préoccupant dans la glissade de l'été, c'est que certains enfants qui vont perdre davantage d'acquis que d'autres. L'écart entre les enfants les plus forts et les plus faibles va tendre à se creuser. Donc, pendant l'année scolaire, à peu près tous les enfants vont progresser de la même manière. On illustre ici en vert les enfants les plus forts et leur progression des apprentissages, qui est similaire à la progression des enfants les plus faibles, qui sont illustrés ici en orange et pointillé. Le portrait est vraiment différent pendant l'été, alors qu'on observe qu'il y a un léger déclin dans les apprentissages pour les élèves les plus forts, mais un déclin vraiment plus prononcé pour les élèves qui étaient plus faibles.
Ce que ça nous donne comme conséquence, en fait, c'est que les enfants vont cumuler un retard été après été. Donc, on observe dans ce graphique-là qu'il y a déjà des inégalités entre les enfants avant même qu'ils arrivent à la maternelle. Donc, c'est un certain écart qui est présent dès le départ, mais que été après été, le recul estival va toucher davantage certains enfants et donc, ils vont cumuler un retard par rapport à leur père et ils vont se retrouver encore plus loin derrière. Il y a eu un grand nombre de recherches qui se sont posées la question, est-ce qu'il y a certaines caractéristiques qui font en sorte qu'un jeune va vivre un recul plus grand qu'un autre jeune? Donc, les carrés que vous voyez ici en gris, ce sont les données de recherche qui ne nous montrent aucune différence ou pour lesquelles on n'est pas capable de tirer de conclusions claires. Au niveau du statut socio-économique, de manière systématique, les études arrivent à la conclusion que les enfants de milieux défavorisés sont plus affectés par le recul estival et on pourra voir tout à l'heure certaines explications de ce phénomène-là. Au niveau de la langue parlée, les enfants qui parlent une langue à la maison qui est différente de celle de l'école, par exemple, au Québec, la majorité des enfants vont à l'école en français et s'ils parlent une autre langue que le français à la maison, ces enfants-là sont plus affectés par le recul estival. On peut imaginer qu'ils sont peut-être moins exposés à la langue d'apprentissage, ce qui pourrait expliquer une partie de leur recul estival. Et finalement, les enfants qui ont des besoins particuliers, donc les enfants qui ont un plan d'intervention, qui ont des difficultés d'apprentissage ou un diagnostic, dans quelques études ont montré là, un recul plus grand que les enfants qui n'avaient pas ces caractéristiques-là. Mais on a encore assez peu de données de recherche sur ces élèves. Deux explications possibles. D'abord, la théorie du robinet et ensuite la théorie de l'opportunité d'apprentissage. Donc, selon la théorie du robinet, pendant l'année scolaire, l'école fonctionne un peu comme un robinet qui serait ouvert à son maximum et donc qui fournit une grande quantité de stimulation à tous les enfants. Et cette stimulation-là est tellement grande qu'elle éclipse toutes les distinctions qu'il pourrait y avoir entre les familles ou les communautés qui seraient plus favorisées ou défavorisées. Et donc, c'est vraiment l'école ici qui prend le dessus sur la stimulation et qui fournit ce que tous les élèves peuvent avoir besoin pour progresser dans leurs apprentissages. Et ce qui expliquerait que tous les enfants, qu'ils soient forts ou faibles, progressent à peu près de la même manière pendant l'année scolaire. Ce qu'on observe pendant l'été, quand le robinet de l'école est fermé, c'est que la stimulation fournie par les familles et les communautés vont être beaucoup plus différentes et beaucoup plus marquées que pendant l'année scolaire. On observe des distinctions au niveau de l'organisation de la famille. Ce n'est pas toutes les familles qui vont savoir à l'avance quelles vont être leurs périodes de vacances ou est-ce qu'ils auront accès à des périodes de vacances. Est-ce qu'on est capable d'inscrire les enfants à des activités, organiser, donc planifier l'été? C'est un défi qui est plus important pour les familles défavorisées. La disponibilité des parents également, donc si les parents doivent combiner 2 emplois pour réussir à subvenir aux besoins de leur famille, ils vont avoir moins de temps disponible pour faire des activités stimulantes avec leurs enfants. La théorie de l'opportunité d'apprentissage, elle repose sur 2 principes. Vous allez voir, c'est très complémentaire avec la théorie du robinet. En fait, le premier, c'est que les apprentissages scolaires ne se font pas uniquement à l'école. Et le second principe, c'est que les opportunités d'apprentissage vont varier entre les familles, beaucoup plus qu'entre les écoles. Donc, voyons ces 2 principes-là, un à la fois. Au niveau des opportunités d'apprentissage, cette théorie-là, elle dit que la façon d'apprendre et de faire des activités de lecture et de mathématiques, ce n'est pas uniquement assis à un pupitre avec un papier et un crayon. Donc, il y a vraiment un éventail de moyens par lesquels les enfants peuvent apprendre. Lorsqu'on amène notre enfant au zoo, par exemple, il peut faire une activité de lecture sans même s'en rendre compte parce qu'il va tenter de déchiffrer le nom des animaux qui sont inscrits sur les différents panneaux d'interprétation. Les adolescents bénéficient eux aussi d'activités stimulantes pendant l'été et on peut imaginer un adolescent pour qui on a planifié une activité de canot et qui va se familiariser avec certains principes de la physique en essayant d'équilibrer son canot, de bien placer les bagages, par exemple, à l'intérieur pour que le canot soit en équilibre. Donc, il y a des activités qui fournissent des opportunités d'apprentissage, même s'ils ne sont pas liés spécifiquement à une notion papier-crayon. Donc, ici, on voit en gris les distinctions entre les familles favorisées et défavorisées qui sont très grandes et qui sont particulièrement visibles pendant l'été.
Et les différences entre les écoles qui offrent un environnement exceptionnel et très, très stimulant et les écoles plus régulières, bien, la différence, il y en a une, mais elle est de moins grande ampleur. Donc, ça expliquerait que les différences, on les voit moins pendant l'année scolaire, mais qu'elles émergent davantage pendant l'été alors que les enfants sont dans leur milieu avec leur famille et leur communauté. Maintenant, quels sont les facteurs de risque supplémentaires engendrés par la crise sanitaire? Il y a d'abord le défi des tout-petits. En septembre prochain, les écoles vont accueillir les enfants qui vont commencer la maternelle et ces enfants-là vont avoir vécu une période préscolaire passablement différente des cohortes précédentes, notamment en ce qui concerne la stimulation et la socialisation. Il y a possiblement des enfants qui ont eu moins d'opportunités de se développer à cause de la crise sanitaire. Et donc, l'écart dont je vous parlais au départ, qui distingue certains enfants plus forts et plus faibles, on a des raisons de croire que cet écart-là va être encore plus marqué au début de la prochaine année scolaire, alors que certains enfants vont avoir été privés d'activités de stimulation ou d'opportunités de socialisation. Pour ce qui est de la transition à la maternelle, encore là, les activités ont dû être adaptées, certaines ont été carrément annulées et d'autres ont été modifiées. Donc, pour certaines écoles, habituellement, il y avait une visite des lieux. Là, on propose une autre activité qui pourrait être, par exemple, d'envoyer des photos des classes pour que les enfants se familiarisent avec l'endroit. Et donc, la transition pourrait représenter un défi supplémentaire là, en raison de cette préparation-là qui est un peu différente cette année en particulier. Au niveau de l'année scolaire qui vient et qui est sur le point de se terminer, en fait, il y aura eu des interruptions plus longues et plus fréquentes. Donc, vous avez ici illustré une année scolaire régulière avec les rectangles bleus qui illustrent les pauses habituelles dans l'année scolaire. Donc, le premier étant la pause de l'été, les vacances de Noël, la semaine de relâche et ensuite, on reprend avec une autre pause de l'été. Pour l'année 2020-2021, en fait, la pause a été passablement devancée pour beaucoup d'élèves qui ne sont pas du tout retournés à l'école au printemps dernier. Il y a eu possiblement plus d'interruptions pendant l'année, soit parce qu'une classe a été fermée, soit parce qu'un élève lui-même a dû s'isoler pendant un certain temps en raison de symptômes ou d'un contact avec une personne infectée. Donc, il y a eu plus de pauses et les pauses ont été plus longues. On peut donc anticiper que ce qu'on observe généralement dans le recul estival, bien, on l'observe aussi en lien avec ces pauses-là qui ont été plus nombreuses et plus longues. On voit aussi une disparité dans les ressources. Donc, pendant les moments de pause plus spécifiquement, certains enfants ou certains adolescents vont avoir bénéficié de plus de soutien, donc des meilleures conditions d'apprentissage qui sont liées notamment au matériel informatique qui était disponible, à la qualité du réseau Internet dans leur région, même à l'aisance de leurs enseignants et enseignantes avec la technologie là, pour faire l'enseignement à distance et la disponibilité des parents pour assurer une supervision au moment de cet enseignement à distance-là. On remarque aussi particulièrement chez les adolescents une disponibilité des apprentissages qui est moindre en raison notamment de la détresse psychologique des adolescents. Donc, les adolescents ont vécu une réduction de leurs contacts sociaux, une réduction des activités culturelles et sportives qu'ils pouvaient faire pendant la période de pandémie. Ils ont augmenté leur temps d'écran et ils ont peut-être eu moins accès aux ressources non liées à l'apprentissage à l'école. Donc, par exemple, les soins infirmiers, le soutien psychologique. C'est des choses qui, pour certains adolescents, vont avoir été moins accessibles. Et donc, nos adolescents se retrouvent avec une fragilité au niveau de leur santé psychologique, ce qui les rend moins disponibles à apprendre. Donc, ce qu'on retient du lien entre la pandémie et le recul estival, en fait, c'est qu'on s'attend à avoir en septembre prochain des reculs qui seraient plus marqués. On s'attend à ce que les inégalités entre les enfants soient encore plus évidentes qu'à l'habitude et que certainement ces enfants et ces adolescents-là auront besoin de soutien au moment de la prochaine rentrée scolaire. Je vous présente quelques pistes d'action, d'abord en prévention, au niveau de la stimulation pendant l'été et certaines pistes qui concernent davantage le milieu scolaire. Alors, soutenir les parents des jeunes enfants dans leur rôle parental, offrir des activités stimulantes aux tout-petits, offrir des services de garde de qualité, s'assurer qu'ils soient accessibles, notamment pour les familles les plus défavorisées, et préparer la transition vers la maternelle. Ce sont des moyens qui peuvent être efficaces là, auprès des tout-petits pour éviter justement qu'ils n'entrent à l'école avec déjà un retard par rapport à leurs camarades. Pour la stimulation estivale, en fait, on va favoriser l'accès aux ressources pour toutes les familles. Donc, il existe déjà
un paquet de choses qui permettent de stimuler les enfants pendant l'été, les bibliothèques, les camps de jour, les installations sportives et culturelles, mais il y a certainement un enjeu d'accessibilité pour les familles les plus défavorisées ou les familles les plus éloignées. Je vous parlais tantôt du contexte rural. En fait, il faut penser à ces obstacles-là quand on organise des activités parce que si les enfants ne sont pas capables de se déplacer vers l'activité, bien, on ne pourra pas avoir les effets bénéfiques là, que l'activité peut apporter. Je vous présente ici l'exemple des écoles franco-ontariennes où ils ont mis sur pied une école d'été qui durait de 2 à 4 semaines, où les enfants étaient placés en groupe d'environ 15 élèves. C'était des élèves de première à troisième année. Ils étaient animés par un enseignant et une personne qui l'assistait. Et ils faisaient des activités intensives en lecture 45 minutes dans la journée et des activités de loisirs pour le reste de la journée. Donc, ce qu'ils ont observé dans cette étude-là, c'est qu'il y avait des gains dans les compétences en lecture pour tous les enfants qui ont participé à l'intervention, mais que les gains étaient encore plus marqués pour les élèves qui ne parlaient pas uniquement français à la maison. Donc, on voit ici en bleu là, les élèves qui étaient francophones, donc qui parlaient français à la maison, qui se sont améliorés par rapport aux élèves ici en bleu, francophones aussi, mais qui n'ont pas participé en intervention. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est les élèves anglophones en rouge ou les élèves qui parlaient et français et anglais à la maison en jaune, mais eux se sont beaucoup plus améliorés que les élèves des mêmes milieux, mais qui n'ont pas participé à l'intervention ici de ce côté-ci du graphique. Donc, pour la stimulation estivale, bien, ce qui est important de retenir, c'est que pour que les programmes soient efficaces, il faut miser sur l'accessibilité. On peut avoir la meilleure intervention du monde, mais si les enfants ne s'y rendent pas, si les obstacles sont trop nombreux pour que les jeunes y participent, on n'aura pas les effets escomptés. Il faut que ça se passe dans le plaisir. L'été, c'est associé à un moment de repos, de détente, de vacances, et il faut que les activités qu'on propose aux jeunes soient faites dans le plaisir, surtout pour les enfants qui présentent des difficultés d'apprentissage, pour qui le mot école résonne souvent avec problème, difficulté, échec, et on ne veut pas du tout que nos activités qu'on va proposer à ces jeunes-là aient la même résonance. On veut aussi soutenir ces élèves-là dans le cadre du milieu scolaire. Donc, le rôle que le milieu scolaire peut jouer, ça peut être de soutenir les parents et les organismes communautaires qui, eux, vont œuvrer auprès des enfants pendant l'été. Et dans quelques instants, je vous présente l'exemple de l'intervention par texto qui a été développée aux États-Unis. En fait, c'est une commission scolaire ou un district scolaire qui a mis sur pied une intervention où les parents s'inscrivaient et recevaient 18 textos pendant l'été, donc environ 2 par semaine, pour leur parler de la glissade de l'été et de la lecture. Donc, on leur donnait des informations sur les ressources disponibles dans leur communauté, des suggestions de lecture ou d'activités à faire avec leurs enfants et aussi des informations sur le recul estival et sur pourquoi la lecture est si importante, même pendant l'été. Il y avait un effet important au niveau des élèves de 3e et 4e année. Donc, la plupart des enfants ici se situent au-dessus du zéro, ce qui nous marque une amélioration de leur capacité en lecture suite à cette intervention-là par rapport aux enfants qui n'ont pas participé à l'intervention. Et ce qu'on voit aussi dans les autres données, c'est que cet avantage-là s'est maintenu tout au long de l'année scolaire. Donc, même à la fin de l'année scolaire, on observait encore les effets de l'intervention. Ceux qui avaient participé au programme étaient plus compétents là, au niveau de la lecture que ceux qui n'avaient pas participé au programme. Et le petit mot de la fin, donc quoi retenir de cette présentation? Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont perdre des acquis pendant la période estivale. Les enfants qui vivent en milieu défavorisé ou les enfants allophones sont les plus touchés et c'est eux qu'on devrait cibler d'abord et avant tout par nos interventions. Et finalement, bien, les moyens mis en place doivent avoir un caractère ludique pour assurer la présence et l'adhésion des enfants et des familles. Donc, ce qui complète la présentation de ce matin, on va être bien heureuse, Véronique et moi, de répondre à vos questions.